Myopathie atypique équine, évaluer le risque. Donc en fait, je crois que c'est peut-être, je vais faire en très très bref rappel de ce qu'est la myopathie atypique équine. Pour tous les autres détails, on va mettre des liens dans le chat pour d'autres vidéos qui ont déjà été faites ici au niveau de l'IFCE, avec notamment Dominique Vossion et Benoît Renaud, qui sont deux vétérinaires qui travaillent sur la thématique. Et je pense que pour tous les rappels théoriques, ça fera en bon point. Moi, je vais plus essayer de m'axer sur la partie gestion de prairie, et donc, comme on mettait dans le titre, comment évaluer le risque, en se rappelant quand même que, du coup, la myopathie atypique des équidés, c'est une intoxication mortelle dans de nombreux cas, même dans la plupart des cas, qui va plutôt être saisonnière, ça je reviendrai vers la suite, et qui est causée par des érables, et pour être plus précis, par une certaine mise d'érables qu'on abordera par la suite. En fait, je vais rester un peu sur ces quatre points-là et pas aller beaucoup plus dans le détail sur la partie myopathie atypique parce que je coupe ma vidéo, on verra un peu mieux. Au final, c'est un peu ces points-là qui vont nous servir de base à la réflexion sur la gestion et plus précisément, dans notre cas, sur l'évaluation. En fait, si vous êtes déjà un peu renseigné sur le sujet, je crois que vous avez peut-être déjà pas mal d'informations, notamment sur le fait que les érables peuvent envoyer leur samar assez loin. On a une liste d'érables qui sont toxiques ou potentiellement toxiques. On a quelques facteurs clés sur la gestion des prairies. Après, on se rend compte au fur et à mesure du travail que l'on fait, parce que là, je veux dire, nous, en Wallonie, on est financé par le service public de Wallonie, pour tout ce avec l'Université de Liège qui va travailler sur tout le volet plutôt recherche vétérinaire et nous, Fourrage Mieux, plus sur tout le volet gestion des prairies et conseil aux personnes concernées. Euh, En étant en fait dans ce cadre-là, on se rend assez vite compte que bah, beaucoup de gens ont certaines informations concernant la myopathie atypique. Après, ils ont peut-être parfois un peu du mal justement à l'appliquer dans leur cas et peut-être à mettre des chiffres dessus ou évaluer une situation en se disant bah, est-ce que dans mon cas, je suis dans une situation très dangereuse, pas du tout dangereuse, et on peut essayer de mettre cette grille-là. Sur base de ces réflexions-là, nous, on a commencé à travailler justement sur une grille d'évaluation que je vais vous présenter ici. Alors, j'insiste, ce que je vais vous présenter ici, c'est le raisonnement pour la grille. Je vais mettre les éléments clés, comment est-ce qu'on l'a construite. Après, cette grille est encore en cours de construction. Nous, ce que l'on veut surtout, c'est la tester sur le terrain. Donc, il y a déjà tout le travail que nous, on fait sur le terrain. Après, moi, mon objectif, c'est aussi que cette grille-là puisse être utile à toute personne concernée et donc qu'elle puisse être applicable par une personne éventuellement non professionnelle. Et donc, en fait, à la fin de la présentation, vous aurez mon adresse mail et en fait, pour avoir la grille, parce que je préfère pas la diffuser tant qu'on n'a pas tout fixé, en fait, pour avoir la grille, je vous demande juste de m'envoyer en mail, comme ça, moi, je vous envoie un petit retour de mail avec quelques informations peut-être plus pratiques sur comment l'appliquer, un petit mode d'emploi, et aussi avec quelques modalités pour le retour de résultats, puisque nous, l'idée, c'est vraiment que tout ça puisse être utile à tout le monde et vraiment d'essayer de co-construire cette grille d'évaluation. Et donc, j'aimerais bien que les gens qui la testent nous fassent à chaque fois des retours dessus. Donc voilà, moi ici, je vais présenter la réflexion qui était derrière. Euh, pour évaluer ce risque, je me suis posé la question en fait de comment essayer de mettre ça en place, comment est-ce que je peux pratiquer sur le terrain. Et donc en fait, on va essayer de mettre deux notes en quelque sorte pour évaluer ces risques. Première chose, en fait, on va essayer d'évaluer la situation dans le milieu, enfin en fait le milieu dans lequel on se trouve. Est-ce qu'il est dangereux ou pas? Et dans cette question de situation, on parlera également des conditions. Euh, Ensuite, on abordera la partie gestion de prairie, et donc si on veut un peu mieux s'y retrouver, bah, dans la question de la situation de notre parcelle, de notre prairie, on va essayer de voir s'il y a des érables, à quelle distance est-ce qu'ils sont, est-ce que les samars peuvent arriver, donc je vais un peu chiffrer tout ça. Au niveau des conditions, ça va plutôt être lié peut-être aux conditions climatiques. Alors, est-ce que je retrouve des samars, des plantules dans ma parcelle? À quelle saison on se trouve? Quelles sont les conditions météo? Et en fait, avec ces deux points-là, la situation, la condition, alors qui vont être présentés sous forme de clés dichotomiques, je mettrai en exemple après, on va suivre des questions en répondant oui, non, et on arrive à la fin à une couleur qui nous dira si on est dans une situation verte, ça c'est idéal, en gros, il n'y a pas de risque. Si on est dans une situation plutôt orange,
là il y a éventuellement des risques. Si on est dans une situation, condition plutôt rouge, et donc là on est dans une situation peut-être potentiellement à risque élevé. Sur ces questions de situation et de conditions, en fait, on a assez peu, c'est pour ça que je les mets un peu à part et que ça va représenter une des notes. On a relativement peu de leviers d'action. Enfin, si on parle des érables, il est éventuellement toujours possible de demander en abattage. Après, c'est clair que si vous avez un érable à 500 mètres de votre prairie, ça va peut-être être compliqué de l'abattre. La situation est comme elle est, et après, la question, c'est de voir comment on peut s'adapter. Une fois qu'on aurait évalué ça, en fait, on va se poser la question de quelle est la gestion des prairies et est-ce que la gestion, en fait, conduit à un risque plus élevé ou plus faible. Et donc là, on va plutôt se poser des questions, on va voir les pratiques qui sont en place et on va essayer de mettre une note à ce moment-là sur 10 par rapport à la gestion. Euh, L'idée de ce raisonnement-là est absolument pas, je veux dire, on ne peut pas vous garantir que le niveau du risque est égal à zéro. Et si le risque est élevé, je suis incapable de donner un pourcentage exact du risque que vous pouvez avoir qu'il y ait une intoxication. Ici, c'est vraiment essayer plutôt d'évaluer, de voir un peu où se trouve. C'est pour ça que sur la première partie, on va mettre en code couleur. C'est assez facilement appréhendable. Et pour la dernière partie sur la gestion, ben là, l'idée de ma note sur 10, ça va vraiment être aussi de lister les différents critères qui peuvent jouer dans la gestion d'une prairie ou dans la conduite des chevaux, qui peuvent avoir un impact sur les risques ou non de myopathie atypique, et c'est un peu d'essayer de les graduer. On verra que bon, sur certains facteurs, certains critères de gestion peuvent avoir un impact très fort, d'autres, bah, c'est toujours ça de prix, mais au final, l'impact peut rester relativement faible. Et donc voilà, en fait, l'idée, quand on va évaluer ça, comme je dis, on va suivre notre grille dichotomique. Et en fait, dès qu'on est dans notre clé dichotomique, dès le moment où on arrive à une réponse qui nous dit qu'on est dans une situation verte, ben, en fait, on peut arrêter là, limite, notre gestion. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier la gestion des prairies, parce qu'il y a pas mal d'autres problèmes qui peuvent être liés à ça. Mais si on est dans une situation, condition verte, bah, a priori, il n'y a pas de souci. Mettons, il n'y a absolument pas d'érable sur une grande distance aux alentours. On peut se dire, bon, voilà, moi, j'ai pas trop de problèmes. À ce niveau-là, je ne dois pas trop me poser de questions. Dès le moment où on va arriver dans des résultats où on nous dit qu'on est plutôt dans une situation orange ou rouge, ben là on va commencer à regarder aux critères de gestion, en gardant toujours en tête que si il y a un risque d'intoxication présent, mettons en érable juste à côté de la parcelle, euh, il y aura toujours le risque, hein. Quels que soient les facteurs de gestion, on ne peut pas réduire ce risque à zéro, hein. Donc je vais vraiment insister là-dessus. Les facteurs de gestion, c'est plus pour voir ce que l'on peut améliorer, ce qui est gérable, mais on reste quand même, dès le moment où il y a un risque, le risque restera présent. Donc pour évaluer la situation, la première chose à faire déjà, c'est d'essayer d'identifier les érables. Alors bon, une question qui revient plus que fréquemment, c'est quels érables sont toxiques, lesquels ne le sont pas. Donc ici, j'ai repris simplement je vais compléter juste après, mais donc une étude de Fouden et Pratt en 1973 où l'hypoglycine A et la NCPG, qui sont les deux molécules responsables de l'intoxication, on a regardé leur présence dans différents érables. Ce qui est à noter, c'est que on va avoir au niveau des arbres présentant des toxines et pour lesquels on a des codes myopathie certains, on retrouve l'érable sycomore et l'érable negundo. À côté de ça, quand on prend cette publication, on retrouve qu'il y a toute une liste d'autres érables qui ont été testés et qui présentent également ces deux toxines. Donc là, ici, je vous ai remis les noms. Après, ces érables-là ne sont pas courants du tout dans nos régions. Par contre, il n'est pas éventuellement possible de les retrouver dans des arboretums, dans des parcs privés, également utilisés comme érables d'ornement. Donc c'est potentiellement des érables toxiques, alors qu'ils restent rares, pour lesquels on n'a pas d'intoxication sûre bah, du fait qu'ils sont rares, peut-être qu'ils n'ont même jamais été en contact avec les chevaux, mais dans lesquels on retrouve les toxines, comme dans les raps comores et les rames méduleurs. Donc on va plutôt les considérer à risque. Il y a en érable, donc Acer japonicum, qui contient qu'une des deux toxines. Euh, Bah, du coup, j'aurais tendance à dire que dans le doute, on va plutôt le considérer à risque aussi. Et on va retrouver des espèces non toxiques que l'on trouve dans nos régions. La liste est plus longue que ça, mais les autres sont généralement
pas présent dans nos régions. On va retrouver l'érable plane et l'érable champêtre. Concrètement, si je veux remettre ça avec mon code couleur, bah, en fait, si on a des érables planes et des érables champêtres, on est dans une situation verte, il n'y a pas de souci. Dès le moment où on aura en des arbres listés cadmiopathie, présence de toxines ou deux, on va considérer qu'il y a potentiellement en risque. On verra après par la suite par rapport aux distances, mais on va considérer qu'il y a en risque. Euh, je rajoute également à ça l'érable à feuilles d'aubier, donc pour lequel on a mesuré, donc là il n'y a pas de publication scientifique, mais donc Benoît, en collègue de l'ULG, a pu mesurer, avec des échantillons qu'il avait reçus, la présence d'hypoglycine A dans l'érable à feuilles d'aubier. On n'a pas mesuré la MCPG, donc on ne sait pas si on a ou pas, donc on va le considérer également comme potentiellement à risque. Tous les érables ornementaux, ben, en général, on ne connaît pas trop les croisements qui ont été utilisés. Donc, de base, si on n'a pas une analyse pour le confirmer, on aura tendance à les considérer comme à risque, problématique. Et tous les érables inconnus, ça peut arriver, et qu'on n'arrive pas à identifier, ben, de base, le premier point, c'est plutôt de les considérer à risque. Quand on prend la liste des érables, on remarque quand même une grande quantité qui contiennent des toxines. Donc, dans la situation où on est dans l'inconnu, on va plutôt privilégier la sécurité et on va pas trop s'avancer. Je rappelle que la plupart enfin 80% des cas quasiment chaque année que l'on enregistre viennent de pâtures sur lesquelles il n'y avait pas de précédente mortalité, hein. Donc, je veux dire, faut vraiment, c'est pas parce que en arbre, si mettons vous avez un érable qui est inconnu, vous n'arrivez pas à l'identifier et qui est à côté d'une prairie, se dire, bah, puisqu'il n'y a jamais eu de cas, il n'y a pas de problème, c'est en mauvais raisonnement. Quelle distance? Ça va être la suite de la réflexion. Alors là, ici, je remets en petit schéma juste pour vous montrer un peu tout ce qu'on retrouve dans la biblio. On remarque que la plupart des samars tombent dans les 100 mètres autour de l'arbre, mais qu'on peut en retrouver jusqu'à 4 km. Alors la question à partir de là, c'est un peu ouais, enfin, comment s'y retrouver, parce que 4 km, ça fait quand même une sacrée distance. Ben, une nouvelle fois, on va essayer d'appliquer en code couleur, et c'est un peu ça qu'on va retrouver dans la clé. Ben, en se disant, on est vraiment proche de l'arc, on part plutôt sur un code rouge, et plus on s'éloigne, plus on va tendre vers un code vert, en sachant que, bah, puisque des samas peuvent se retrouver à de très grandes distances, on sera peut-être jamais tout à fait dans un vert absolu. Ça va être un peu la petite nuance, ça va être à chacun de voir, et c'est pour ça qu'on va parler ensuite de la question de la topographie. Mais bon, déjà garder en tête que, et c'est un peu ce qu'on retrouve aussi sur le terrain, voilà, je veux dire, dans les 100 mètres, là, c'est là que la plupart des samars tombent. Si on va même jusqu'à 200 mètres, on est quand même dans des situations plus à risque éventuellement. Je veux dire que dès qu'on passe les 200 mètres, alors on n'est pas en mètres près, ça devient quand même potentiellement un peu moins problématique. Ça va dépendre aussi de la concentration d'érable, comme je dis, la topographie, des choses comme ça. Mais c'est clair que dans les nombreuses visites que je dois réaliser, qui sont des prairies où il y a eu des cas, c'est quand même très rare que je ne vois pas en ERA vraiment à proximité. En fait, la plupart du temps, il est facilement identifiable dans un rayon relativement proche. On va regarder toujours pour évaluer cette situation tout ce qui peut empêcher la dissémination des samars, qui sont déjà un peu des premières pistes de réflexion si on veut s'adapter. Des haies, des autres arbres, ça peut limiter la dissémination des samars. Des filets, alors là, ça vient de chez nous, c'est plus une action, mais il est possible de poser un filet sur un arbre et empêcher la dissémination des samars. Tout ce qui va être bâtiment, agricole, village ou des choses comme ça, je veux dire, ça peut bloquer dès le moment. Et c'est pour ça surtout que dès qu'on allonge le rayon d'action, ben, souvent on a rapidement des obstacles qui empêchent la dissémination des semences. Et enfin, on fera un point sur la topographie. Forcément, si vous avez une prairie dans le bas d'une vallée avec des érables dans le haut, ben, il y a beaucoup plus de risques que si votre prairie était plutôt dans le haut de la vallée et les érables dans le fond. Donc voilà, ça c'est un peu tout ça qu'il va falloir évaluer. Et donc, en fait, on va retrouver ça sur notre clé et on va avancer du coup question par question. Est-ce qu'il y a des érables de la liste rouge autour de ma prairie? S'il n'y a pas d'érable, on est plutôt dans une situation verte. Ces érables-là que j'ai pu identifier, à quelle distance est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont au milieu de ma prairie? Bah, là, ça va devenir problématique. Ou est-ce qu'ils sont à plus de 4 km, ou même plus d'un kilomètre? Bah, là, on va plutôt se retrouver dans la situation verte. S'ils sont à moins d'un kilomètre, bah, on continue à avancer dans notre classement. Est-ce que les arbres sont plus bas ou non que la prairie? Oui, non. Et donc, en fait, on va essayer d'avancer étape par étape. Donc là, je vous donne quelques questions, mais donc la clé va vraiment suivre tout ça.
Et ça va nous amener à la fin à en code couleur éventuellement. Donc en fait, on verra si la situation topographique au final nous permet d'être dans une situation verte qui serait donc sans risque. Qu'est-ce que l'on fait si on a plusieurs arbres? Bah, en fait, on va se baser sur la note la plus basse, hein. Donc, je veux dire, dès le moment, on n'est pas là pour faire en ratio. Je veux dire, si 80% des érables autour de la prairie, c'est des érables champêtres et que 20% c'est des érables sycomores, on va pas se dire qu'on a au final que 2 chances sur 10 d'avoir une intoxication. Non, on est juste dans une situation à risque. Je fais un petit aparté très bref sur le Negundo pour préciser que le Negundo a besoin d'un individu mâle et d'un individu femelle. Donc idéalement, dans votre rayon d'action, il faut retrouver les deux individus. Si vous n'en avez que un, le risque sera limité. Bon, si votre situation n'est pas idéale, on va continuer à avancer dans notre clé dichotomique pour arriver peut-être plus aux conditions en instant T. Et là, en fait, on va observer bah, assez basiquement la présence de samars ou de plantules. On va vraiment essayer de le faire par étapes. S'il y a des samars, s'il y a des plantules, bah, il y a un risque. Point. On ne va pas plus loin que ça. On est dans une situation rouge. Euh, je remets ici quelques études qui ont été faites. Donc là, ici, c'était aux Pays-Bas, où ils ont mesuré les taux d'hypoglycine A dans des samars ou dans des plantules sur des prairies où il y avait des intoxications et d'autres où il n'y avait pas d'intoxication. Ce que je veux pointer avec ça, alors même en moyenne, on remarque qu'il y avait plus d'hypoglycine A dans les cas où il y avait une intoxication. Mais dès qu'on regarde un peu les minima et maxima, en fait, on remarque qu'on peut avoir des intoxications avec des niveaux assez faibles d'hypoglycine A, ou du moins qu'on présume assez faibles. Et donc, en fait, il ne faut vraiment pas jouer sur la question de la dose. Il ne faut absolument pas se dire que, tiens, j'ai que quelques plantules, il n'y a pas de problème. Dès le moment où il y en a, surtout qu'en plus, si vous les voyez, il y a des chances qu'il y en ait peut-être plus que prévu. Dès le moment où il y en a, on part sur une situation comme étant considérée comme à risque. S'il n'y a pas de samar, s'il n'y a pas de plantule, est-ce que du coup je suis dans une situation verte? Ben, pas tout à fait. En fait, là, on va devoir commencer à regarder un peu plus dans le détail. On va devoir se pencher un peu plus sur les conditions météo. Deux facteurs dans les conditions météo. Le premier, ça va plutôt être la saison. Ça, on en a déjà parlé. L'immense majorité des cas ont lieu, grosso modo, entre le 1er octobre et le 31 décembre pour les cas d'automne. Et entre le 1er mars et le 30 mai pour les cas de printemps, c'est la majorité. Il ne faut pas se dire qu'il n'y a pas de risque au 28 février et qu'il n'y en a plus au 1er juin. Mais voilà, on a déjà ça comme indication. L'autre indication, ça va être également les conditions vraiment météo avec les épisodes venteux. Pour tous les cas d'automne, ben, en fait, on remarque que les samars tombent dès qu'il y a du vent. Alors plus on avance en saison et moins il faut de vent. Donc en début de saison, on va plutôt être sur des vents relativement élevés, 40 km/h. En fin de saison, avec des vents à 25-30 km/h, ça peut suffire largement à faire tomber les samars et donc à permettre une certaine dissémination. Et donc dans notre grille d'évaluation, pour essayer de voir où on en est en moment T, ben, on va arriver à cette question-là. Est-ce qu'il y a du vent, pas de vent? Et donc on va pouvoir essayer d'appliquer en fait la connaissance de ces facteurs. Quand on aura suivi toute cette clé, on arrivera, comme j'ai dit, en code couleur. Orange ou rouge ou vert. Si on est vert, pas de risque a priori. Donc on peut passer à autre chose. Si on est orange ou rouge, du fait de la présence d'érables, proches, moins proches, des conditions climatiques extrêmes, des choses comme ça, ben en fait on va devoir regarder la gestion de notre prairie. Euh, et au niveau de la gestion de cette prairie, on va essayer d'identifier en fait quels facteurs peuvent avoir un impact ou pas, et on va essayer de lui mettre une note sur 10 en se disant, ben voilà, je suis à 10 sur 10, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de risque, mais ça veut dire qu'au niveau de ma gestion de prairie, en lien avec la myopathie atypique, je ne peux pas faire plus. Je suis à 3 sur 10, ben, ça ne veut pas dire que mon cheval va décéder dans la minute d'une intoxication, mais ça veut dire que il y a quand même des choses à améliorer au niveau de ma gestion de prairie. Première question que l'on va se poser dans cette question de gestion, et qui elle va régler le problème ou pas, c'est de se dire est-ce que les chevaux ont accès à la pâture? Je vais insister, hein, ici on va parler d'une intoxication causée sur des animaux qui pâturent. Si pendant les périodes à risque ou autres, vous ne mettez pas vos chevaux en pâture, qui restent au box, forcément la question de l'intoxication va être sérieusement réduite.
J'insiste sur la partie chevaux, c'est bien tous les chevaux et tous les équidés. Il n'y a pas de, et on ne va pas retrouver ça dans l'évaluation du risque, on ne va pas venir avec des critères de sexe ou d'âge, tout simplement parce qu'en fait on ne peut rien distinguer sur base des résultats et que tous les chevaux peuvent être touchés. Alors c'est clair que si on regarde les statistiques, on remarque souvent qu'il y a un peu plus de cas chez les chevaux jeunes, euh, mais il y a quand même beaucoup de cas chez les chevaux plus âgés, donc on ne va pas commencer à jouer avec le fait que oui, mais potentiellement ils sont moins sensibles. Non, un cheval est considéré comme sensible. On a également des cas de copaturants qui contiennent la toxine dans le sang, mais qui visiblement ne tombent pas malades. On pourrait se dire qu'il y a des chevaux résistants. L'inconvénient, c'est que dans certains cas, on s'est rendu compte que les copaturants, un an après, 2 ans après, 3 ans après, ils décédaient aussi. Donc, il y a actuellement, on ne peut pas mettre en place une immunité de certains chevaux, on ne peut pas dire que certains chevaux ne sont pas touchés, donc on va vraiment se poser la question pour l'ensemble. Donc notre gestion, on va lui mettre une cote sur 10, et en fait, bah, ici j'ai listé en fait les critères qui vont être les plus importants. Alors dans notre grille d'évaluation, on les reprendra vraiment point par point. Mais ici, ce que je veux surtout illustrer, bah, c'est de se dire que certains critères vont être plus importants que d'autres. Par exemple, au niveau de la durée du pâturage, on s'est rendu compte, quand on prend les stats, que 98% quasiment des cas ont lieu pour des chevaux qui pâturaient plus de 6 heures par jour. Donc, moins de 6 heures semble a priori fortement réduire le risque. Donc, par exemple, ici, on lui a appliqué une note de 5. Après, j'insiste, l'idée c'est aussi que vous nous fassiez des retours et qu'on puisse éventuellement adapter ça. Alors si on va mettre une note plus élevée, plus basse, l'idée est vraiment d'essayer de confronter ça au terrain. Note de 5 en se disant, ben, sur une note sur 10, ben, déjà juste avec ce critère-là, on peut quasiment faire la moitié. Après, moi j'aurais pas envie d'aller plus haut que ça, parce qu'il y a pas mal d'autres critères qui vont jouer. Si votre cheval n'est que 6 heures par jour en pâture, ben, il faudra lui donner des compléments. Et donc la question, ça sera aussi ben, quelle est la qualité du foin qu'on lui donne en complément. Si vous lui donnez en foin contaminé, est-ce qu'il y a des risques ou pas? Est-ce que ça peut être problématique? Alors, on peut toujours se poser ces questions-là. Dans la question de la gestion, je mets la surveillance. C'est peut-être bateau, hein, mais l'intoxication n'a lieu que si le cheval mange des samards ou des plantules. Euh, si vous êtes, si vous faites une surveillance quotidienne de vos parcelles, bah, il n'y a rien à faire. A priori, vous les verrez, enfin, du moins, on peut espérer. Vous verrez les plantules, vous verrez les samards, et donc ça fait partie de la gestion, en fait, cette surveillance quotidienne, et puis éventuellement bloquer ou pas les chevaux pour qu'ils y accèdent pas. À ça, on va également ajouter d'autres critères qui vont commencer à valoir aussi à chaque fois un peu moins de points. La qualité de l'eau, la qualité du foin. Et alors ici, ben, c'est là qu'on va le voir. En fait, ce qu'il faut aussi comprendre dans cette grille-là, c'est que certains facteurs, comme réduire la durée de pâturage, ça peut être positif. Donc on a une note plus. Sur d'autres facteurs, comme ici, la qualité de l'eau ou la qualité du foin, on peut également, éventuellement avoir une note négative. Donc en fait, on peut vous retirer des points, on peut retirer des points à l'évaluation du risque. Euh, Tout simplement pour rappeler que la toxine est soluble dans l'eau. Donc quand on met des plantules dans l'eau, on retrouve la toxine dans l'eau. Quand on met des fleurs dans l'eau, on retrouve la toxine dans l'eau. Quand on met des samards cassés, j'insiste sur ce point-là, dans l'eau, on retrouve la toxine dans l'eau. Et donc ça fait en fait une ingestion supplémentaire pour le cheval de toxines. S'il mangeait déjà un peu de toxines en prairie à cause de samards ou de plantules que vous n'auriez pas vu, qu'ensuite il va boire de l'eau et que de l'eau il y a également de la toxine, bah forcément ça va venir faire un facteur supplémentaire. Pareillement au niveau du foin, euh, même si on n'a pas de cas où, je crois qu'il y a peut-être eu 2 ou 3 cas l'année dernière, enfin minime, de chevaux qui apparemment ne seraient pas en pâture mais qu'au box, euh, ces points-là restent encore un peu à discuter, mais grosso modo, on sait que la toxine reste dans du foin. Alors après, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'intoxication, ça on ne peut pas vous l'expliquer ici, mais il y a la toxine qui est présente, donc une nouvelle fois, ça va faire un facteur supplémentaire. Et donc, si quand votre cheval ne pâture qu'une courte durée sur la journée, mais qu'après vous lui donnez un foin dont vous ne connaissez pas l'origine, ou bah, en fait un foin dont vous connaissez l'origine, mais qui est rempli entre guillemets, de plantules, forcément, ça va avoir ici un impact négatif. Donc, en fait, on peut retirer des points en disant, ben voilà, si je donne une eau de mauvaise qualité, mon bac d'eau est en dessous d'un érable, et les fleurs tombent dedans, ben, je retire 2 points.
Si je donne du foin, et je sais que mon foin est fait sur une prairie qui contient beaucoup de plantules d'érable, je retire 2 points. Si mon foin est d'origine inconnue, bah, peut-être qu'on va mettre 0. Donc là, on est dans voilà, et donc ensuite, et là ça viendra de moins en moins de points, on va parler également de la complémentation et aussi de la gestion du couvert. Je le mets dans le moins de points parce que, alors en fait, bon, tout ce qui va être complémentation, donc gestion de la nutrition, gestion du couvert herbeux, ça reste de manière générale intéressante pour la santé du cheval et pour la production de fourrage, aussi pour l'environnement. Mais dans le cas de la myopathie atypique, au final, on arrive à faire relativement peu de liens. Donc, dans le cas d'intoxication, on a des compléments idéaux à donner aux chevaux pour essayer de soutenir l'organisme. Mais voilà, je veux dire, c'est rarement ça qui va jouer en lien direct sur la présence ou non d'une intoxication. Pareillement pour la gestion du couvert. C'est clair que si tous les samars tombent dans un endroit où il n'y a pas un seul brin d'air qui pousse et la terre est retournée, bah oui, là, vous risquez peut-être d'avoir une concentration de plantules plus importante. Après, concrètement, quand je suis sur le terrain, même dans des prairies où le couvert est relativement dense, on peut retrouver des plantules, on peut retrouver des samars, parce que ça, on ne peut pas les empêcher de tomber. Et la dose toxique est potentiellement tellement faible que même s'il n'y a pas beaucoup de plantules qui poussent parce que vous avez une bonne gestion des prairies, ça ne peut pas suffire à se dire ben, je n'ai pas de risque. Donc voilà, ça va apparaître dans la réflexion et dans la gestion que l'on a, mais avec un niveau de points plus faible. Donc pour conclure et faire un peu le rappel des trois choses à retenir, première chose à retenir, il est possible d'évaluer en fait en certains niveaux de risque qui va se baser sur deux points en code couleur qui va correspondre en fait un peu à la situation et aux conditions climatiques que l'on a, point sur lequel on a relativement peu de marge de manœuvre. Et une deuxième note qui, elle, sera sur 10 et qui va correspondre plutôt à la manière dont on gère la prairie et dont on peut gérer ce risque. Ces deux notes nous servent à avoir une évaluation du risque à un moment T, et j'insiste là-dessus, hein, en fait, et c'est ça qu'il faut, limite, il faut le faire en continu. Alors on peut voir s'il n'y a pas de nouveaux érables qui poussent, mais bon, ça va prendre un certain temps. Mais on peut se dire, voilà, une prairie peut présenter un risque au printemps, mais peut-être ne plus présenter de risque à l'été. Et donc, l'idée dans cette évaluation en moment T, c'est qu'au final, ça va servir de première étape dans la mise en place d'un plan de gestion. Est-ce que, en fait, à ce moment-là, on peut simuler l'effet de nos pratiques? On peut se dire, si je retire les chevaux, que devient mon évaluation du risque? Si je ne les mets que 6 heures par jour, que devient mon évaluation du risque? Et en fait, on peut commencer à réfléchir à ça, et on peut donc du coup commencer à s'adapter. Ensuite, et dernier point à retenir, c'est une construction participative, donc il y a mon adresse mail. Ceux qui veulent la grille envoient un mail. Comme ça, j'envoie la grille d'évaluation à retenir. Comme je dis, je mets un petit mode d'emploi avec. Et je vous demande également à ce moment-là, ben, on peut échanger directement, également de nous faire un retour sur l'application de cet outil pour que justement on puisse l'améliorer au fur et à mesure du temps et qu'il soit applicable par tout le monde sur le terrain. Donc voilà pour ça. Et alors, bah, du coup, je passe juste la dia. On m'a demandé de mettre les prochaines conférences. Et je précise que je vais tenir une prochaine conférence le 21 octobre pour Cheval au Vert, le lien ici, avec Dominique Vossion, où on refera un topo plus précis, on aura un peu plus de temps, de l'état des connaissances sur la myopathie atypique. Et j'en profiterai également pour développer les points sur la gestion. En fait, comme ça sera un petit peu complémentaire. Ici, je vous présente la grille d'évaluation qui, comme je dis, sert de première étape au plan de gestion. Et puis, comme ça, bah, dès qu'on aura le temps, on pourra commencer à parler plus de la gestion appliquée de nos résultats. Et donc, voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je remercie l'IFCE de nous avoir invités. Je remercie mes différents partenaires, soit l'Université de Liège et le service public de Wallonie qui nous finance pour ça. Voilà, du coup, je dois répondre aux questions, je pense.